Bonjour mesdames et messieurs, je vous invite à cette conférence de Catherine Bach, CEO de EDF EPR Engineering UK et marraine de notre événement Atoms 2023 pour donc cette conférence sur la France, fer de lance du nucléaire mondial. Excusez-moi. Merci. Eh bien, écoutez, bonsoir à toutes et à toutes. C'est vrai que, alors on est, j'ai conscience qu'on est vendredi soir. Vous avez une journée dense, j'en doute pas, super riche de ce que j'ai compris des échanges rapides pendant la pause. Donc voilà, je ne vais pas vous abreuver de chiffres, mais par contre, on n'hésitera pas à la fin à faire une séquence questions-réponses si vous avez envie de creuser un sujet ou un autre, eu égard à tout ce dont je vais vous parler. Voilà. Alors effectivement, je suis Catherine Bach, je travaille à EDF depuis de très longues années maintenant. Avec plaisir. Et je suis en charge de l'ingénierie au Royaume-Uni, une filiale qu'EDF vient de créer. On a très exactement 2 mois et 10 jours. Voilà, on se teste, on va dire, on se lance, mais ceci étant, voilà, c'est quelque chose qui s'est préparé depuis de longues années. Alors, je crois que merci d'abord à la SFEN, Young Generation, de m'avoir proposé cette invitation. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui et j'ai compris qu'effectivement, vous aviez beaucoup parlé de nucléaire, de France et comment la France se préparait et bien d'autres sujets que vous avez approfondis déjà avec vos autres interlocuteurs. Voilà. Alors, en fait, pour parler de la France, fer de lance du nucléaire mondial, je vais vous parler du Royaume-Uni, puisque finalement, contrairement à ce que l'on pense, je crois que le Royaume-Uni est au sein, j'ose le dire, de l'Europe, notre partenaire finalement, notre meilleur partenaire en matière de politique énergétique et de nucléaire. Voilà. Allez, on plonge. Je voulais commencer juste vous dire, est-ce que je vais maîtriser la chose ? Sans doute. Non. Voilà, ça marche. Allez, voilà, 2 photos. La centrale nucléaire de Nogent-sur-Seine et le chantier d'Hinkley Point. En fait, juste pour vous dire que voilà, c'est à peu près mon parcours, résumé en 2 photos. J'ai commencé à EDF, tout simplement. Alors, il se trouve que c'était à Cattenom, mais sur mes 15 ans en exploitation, j'en ai quand même passé 10 à Nogent, voilà, juste après mes études. Et j'ai passé une première partie de ma carrière en exploitation et j'ai eu la chance de diriger la centrale nucléaire de Nogent-sur-Seine il y a quelques années. Pourquoi une centrale, enfin voilà, c'est un métier que j'ai particulièrement aimé parce que je pense ce qui m'a sans doute attiré, je ne sais pas ce qui vous a amené dans cette salle aujourd'hui, mais c'est tout d'abord l'aspect un peu technique de la chose quand même. C'est vraiment, voilà, c'est un objet à la fois complexe, c'est un objet industriel, c'est un objet technologique, c'est de la physique très avancée, comme au cœur des étoiles, et on arrive à avoir un condensé de tout ça sur allez, quelques milliers de mètres carrés quand même. Donc c'est vraiment très attirant. Mais finalement, très vite, quand on est sur ces sites en exploitation, on découvre qu'avant tout, c'est une affaire d'hommes et de femmes, et que faire tourner une machine comme celle-là, produire... Nogent, c'est la moitié des électrons qui circulent dans Paris, on va dire. Vous savez bien que ça ne marche pas comme ça, mais dans les faits, on produit la moitié de la consommation de l'Île-de-France, finalement, sur une année. Une très bonne année, c'est ça. Et voilà, et ce qui fait ça, ce sont quand même les hommes et les femmes. Et ce que j'ai très vite découvert dans ces métiers, et ce qui m'a amené là, c'était au moment de Tchernobyl. On avait le choix soit de sortir du nucléaire, soit de se dire, non, en fait, finalement, oui, il y a un risque, mais plutôt comment est-ce qu'on travaille, comment est-ce qu'on le maîtrise. Et quand on est dans ces métiers en exploitation, dans une centrale nucléaire au quotidien, on se rend compte que la maîtrise de la sûreté nucléaire, ça passe certes par la conception, mais ça passe également par la manière dont s'organisent les relations humaines, dont on organise le travail, dont on travaille avec les uns et les autres au quotidien pour qu'ils aient toujours cette espèce de Jiminy Cricket sûreté. Voilà, j'ai adoré ça. Après, diriger une centrale nucléaire, voilà, c'est tout ce que je viens de vous dire, l'organiser, etc. Mais c'est aussi... et j'ai discuté avec une jeune femme qui est à Saint-Laurent, c'est ça, sur... IRAS, en forme apprentissage IRAS, une grande partie aussi de son travail, c'est la relation avec l'autorité de sûreté,
Quand on est sur un CNPE, en tant que directeur, on porte la responsabilité d'exploitation nucléaire, qui est une responsabilité légale. Donc on a beaucoup de devoirs et puis quelques droits, mais beaucoup de devoirs à ce moment-là. Et beaucoup se joue dans la relation avec l'autorité de sûreté nucléaire et la manière dont on travaille à la fois en transparence, en anticipation. C'est quelque chose d'essentiel. Voilà, et ça contribue directement à ce que nos sites soient exploités en toute sûreté. Voilà, donc ça c'est un autre aspect. Puis le dernier aspect auquel je pensais, qui est quand on est dans ces métiers-là, c'est la relation avec le territoire. Nogent, la centrale nucléaire, n'est pas le premier employeur local. Le premier employeur local, ce sont les entreprises soufflées. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est le premier ou le deuxième producteur de céréaliers français. Donc selon les années, il a choisi de laisser son siège à Nogent-sur-Seine. Donc il y a autant d'emplois que la centrale, à peu près 1000 selon les années. Mais on est quand même un très gros employeur local. Et il y a forcément... j'ai vécu la période aussi 2015, au moment où on a eu les attentats. Donc vous imaginez bien que les relations avec les pouvoirs publics sont extrêmement importantes pour prévenir à quoi que ce soit. Voilà. Et puis ma deuxième passion, si je puis dire, c'est le site d'Hinkley Point. Il se trouve que dans ma vie d'exploitante, à un moment donné... j'ai aussi ma vie familiale, j'ai 3 enfants, mon mari est militaire, c'est pas toujours très simple à gérer d'un point de vue mobilité, et on s'est dit que on avait besoin de faire une petite pause à Paris, que c'était plus difficile de rejoindre un CNPE, et j'ai eu l'occasion d'entrer sur le projet Hinkley Point en 2008, donc c'est un projet qui en était à tous ses débuts. On était dans la phase de commencer le licensing avec l'autorité de sûreté britannique, donc voilà, j'ai connu les premiers pas, les choix des sites, les plans masse. Voilà, c'était un nouveau monde, très très différent entre le monde de l'exploitation que je vous ai décrit, le monde de l'ingénierie, un projet d'arrêt et un projet Hinkley Point, qui est le plus gros projet, je pense, industriel en Europe. Ça n'a rien à voir, évidemment. J'avais eu l'occasion de passer quelques mois en Allemagne, 2 années en Allemagne, mais je ne connaissais pas la culture britannique. Donc voilà, ça a été un choc culturel que de travailler sur un projet britannique. Je ne m'y attendais pas. Et puis enfin, l'ingénierie, c'est pas l'exploitation. Donc ce sont des métiers finalement très différents que j'ai appris avec plaisir sur le tard. Voilà, donc je fais quelques années Hinkley Point, je suis retournée diriger Nogent, et puis après, voilà, quand on a goûté à ces très grands projets, ça devient un peu addictif, et j'y suis repartie pour à la fois diriger l'ingénierie d'Hinkley Point, et puis là, en ce moment, monter cette filiale pour EDF qui travaillera pour Hinkley Sizewell. Voilà, alors, pourquoi une passion Hinkley Point? Non, c'est pas celui-là, c'est celui qui est entre les deux. C'est le film. Alors voilà, je vais vous faire plonger dans l'univers d'Hinkley Point. Peut-être que certains regardent de temps en temps les vidéos sur YouTube. Ayez en tête que c'est le plus gros chantier en Europe. En ce moment, on a à peu près 11 000 personnes qui entrent sur le site en 24 heures. Pas toutes en même temps, mais quand même pas loin. Qu'on y construit donc 2 tranches PWR 750 MW. Que c'est un site bord de mer, mais bord de mer avec de longs tunnels et donc des travaux en mer dont vous allez voir le gigantisme. Welcome to Hinkley Point C, where we're building Britain's first nuclear power station in more than 30 years. Bon, c'est très Night and day, dans it'll la power 6 communication. million homes and will be crucial in helping us achieve net zero and stronger energy security. Right now, we're busy working towards a really big milestone in the project's construction. Let's go and find out more. Welcome to the heart of the first reactor building. The teams are getting ready to lift the 245-ton steel dome on top of the building. It will be a spectacular sight and a significant milestone for the project. Below me, we have installed the support ring, which will hold the reactor in place. The reactor arrived on site early this year and will be installed next year. You can see we poured the concrete around the big prefabricated pool, which will be home to the reactor for its operational life. Next, we'll fit the huge equipment hatch, which will be installed on this opening behind me. It will open and close, allowing equipment to be moved into the reactor building during construction and operation. In the coming months, we'll put the polar crane on the brackets which are being prepared above me.
It's a huge rotating crane that will sit under the dome. It's under construction here on site and will be lifted in one giant piece. All these elements have to be completed before we can lift the dome, which is just over there. Good morning. We're here at the dome, where we're making the final preparations before the dome will be lifted into place later this year. Let's go and take a look. Wow, look around. We're now under the dome itself. We've spent a lot of time working on the steel structure, carrying out the manufacturing, welding, coating, and services installation and testing. And in just a few months, it'll be lifted on top of Unit 1 by Big Carl, the world's largest land-based crane. There's a real sense of anticipation and excitement, and we've been building for this moment since the project began. Once the dome is lifted, the first reactor building will be weatherproof, so our mechanical and electrical teams can really get to work on installing the pipes, the equipment, and the cables. We'll also start introducing the big nuclear components, like our steam generators, which have finished initial testing at Framatome in France. Now, all these components need to be controlled from one central point. And that central point is our main control room, and it will be installed right here on this concrete slab. We're busily finishing the walls that will sit around the main control room, but it won't be long before it'll look just like this. Our trainee reactor operators are already using the simulator, which is an exact replica of what the control room will eventually look like. The actual control room is on the other side of the site and will be lifted to where I'm standing before Christmas and then fitted out. It will control the reactor building and also the power generation in the turbine hall. Unit 1's turbine hall is really taking shape. Right here, we'll install the world's largest steam turbine, the Arabelle, made by our colleagues at General Electric. The turbine will generate electricity using steam generated from the heat in the reactors. These huge white structures above my head are the roof trusses, taking the hall to its full 50-meter height. We're now gearing up to install the 300-ton crane. It's under construction in Avonmouth and will be used to install and maintain the equipment in the turbine hall. So that's above ground. Now let's go underground. I'm now on my way out to the end of the tunnel, which will return water to the Bristol Channel, more than a mile out to sea. It's big enough to take a train and is one of 3 tunnels which will circulate our cooling water. I'm right at the end of the outfall tunnel, where 23 meters above us, 2 huge jacket vessels are drilling down through the seabed. This summer, they installed 6 giant steel casings to form shafts. We'll join it with the tunnels down here, and we'll dig out to make the connection. It's some of the most complex work in our entire project. Back here on shore, the pump house is progressing really well. Civil works are now 2/3 complete, and the mechanical and electrical works are underway. Now let's go and check out one of my favorite views of the site. From here, you have a great view of Unit 2, our second reactor. After slowing down during the pandemic, work is progressing well here, particularly on the concrete inner and outer containment structures on the reactor building. And it means we'll be ready to install the second steel inner ring later this year. Construction of the whole of Unit 2 and its systems is really benefiting from the lessons learned over at Unit 1. Many tasks are achieved in 20 to 30% less time than on Unit 1. That replication principle underpins our plans to build an identical power station at Sizewell in Suffolk. And that's it for our latest tour. I am so proud of the people working here on site and the thousands of people working on this project right across the world. Next time you're here, the dome will be on Unit 1 and the site will have transformed again. More of our mechanical and electrical work will be underway, and we'll be installing and testing more equipment so that it's ready when the power station becomes operational. See you then. Thank you. Voilà, bon, une communication très, très britannique. Alors, est-ce que je peux me permettre de vous poser une question? La salle n'est pas si grande que ça, que je n'entende pas vos réponses. Ça vous, voilà, quelles impressions après cette vidéo? Allez, allez, dites-moi. Qui ose? C'est impressionnant. Ouais, c'est des très, très grosses constructions. Qu'est-ce qui...
Oui, énormément de coordination. Ouais, complexité, beaucoup d'interfaces. Je pense qu'il y a une dimension, peut-être qui se voit moins dans la vidéo, mais c'est la sécurité. Hein, vous voyez qu'on a... Alors, bon, le chantier Hinkley Point C, mais je suis peut-être partiale, hein, vous l'aurez compris, est quand même extrêmement bien tenu. Pour autant, hein, il y a un an, presque jour pour jour, on a eu un décès sur le chantier, malgré toutes les dispositions que l'on peut prendre. Donc la sécurité, c'est vraiment au cœur des préoccupations et des priorités, si voilà, on veut ça marche. Et vous avez parlé de coordination, mais effectivement, il y a une logistique d'enfer derrière tout ça. Les routes, le Somerset, la campagne est magnifique. Les routes sont très étroites, bordées de haies, et amener ne serait-ce que 11 000 personnes sur le chantier tous les jours, comme le dit Stuart Crooks, le directeur de projet. Il est le responsable de la plus grande compagnie de bus, au moins au Royaume-Uni, si ce n'est en Europe, en fait. Donc voilà, derrière ce mot, mais il y a vraiment beaucoup de logistique. Alors effectivement, je voulais vous faire toucher du doigt... bon, c'est vrai que notre nucléaire, il est à la fois technologique, mais il doit être robuste et on fait des choses qui vont durer 60 ans. Et si on regarde nos centrales aujourd'hui, elles ont été conçues dans les années 80 pour au moins celles sur lesquelles j'ai travaillé comme nos gens. Et donc on est à la fois dans de la modernité technologique durable, voilà. Mais ça nécessite, un tel chantier nécessite énormément d'innovation malgré tout. Donc ce que vous voyez là, c'est la première fois qu'on le fait. On ne l'a pas fait sur Flamanville. C'est le modèle 3D en ferraillage du bâtiment réacteur. Et pourquoi est-ce qu'on s'est mis en tête de faire ça? Et c'est vraiment Baylor qui est le génie civiliste. C'est un mariage entre Bouygues, génie civiliste français qui a fait Flamanville, et Lengoruch qui est un génie civiliste britannique, donc qui connaît bien la vie des chantiers au Royaume-Uni. Pourquoi est-ce qu'ils nous ont incités à faire ça? Eh bien parce que, vous voyez toutes les structures de génie civil du bâtiment réacteur, et on devine là des choses bleues. Ce sont les plaques d'ancrage sur lesquelles on va venir poser les équipements. Et en fait, si on n'a pas... pré-organiser le positionnement des ancrages par rapport aux ferraillages qui sont extrêmement denses, comme vous avez pu voir dans le film, au moment où on veut les monter, ce qu'on dit dans notre jargon, ça clash. Et si ça clash, on est obligé de s'arrêter, de refaire un certain nombre d'analyses, parce que voilà, on est quand même sur un chantier nucléaire. Il faut que les choses soient faites en qualité, conformément à ce qui est prévu. Et effectivement, on y passe du temps. Donc là, on a pu, grâce à ce travail de fourmi mené avant, avoir une installation sur le chantier qui a été bien, bien plus fluide que celle de Flamanville. Une des autres choses que vous voyez là, c'est la pose d'un des rondeaux du liner du bâtiment réacteur. C'est une pièce qui fait dans les 300 tonnes, un peu plus de 300 tonnes, et qui justifie, une des pièces qui justifie la présence de cette grue dont vous avez entendu par Simon Parson que c'était la plus grande grue au monde aujourd'hui. C'est qu'on a fait énormément de préfabrication, plus de préfabrication que ce qu'on avait sur Flamanville. C'est aussi je pense les Chinois après Flamanville sur Taishan, ils ont commencé à préfabriquer. On l'a fait aussi sur Hinkley Point, donc des parties comme celle-ci, mais on a aussi les piscines des bâtiments réacteurs, bâtiments combustibles, qui ont été préfabriquées à la fois dans leur structure métallique, mais également avec toute leur base béton. Et là, on arrive à des tonnages qui sont bien plus importants. Le plus gros d'élevage est de l'ordre de 900 tonnes. Voilà. Donc, cette grande grue nous sert à ça. Donc, ça fait partie des innovations. Mais il se passe énormément de choses aussi. Et je vous ai mis 2 photos qui se passent dans les usines. Le premier, c'est dans les usines du Creusot à Framatome, où ils ont également énormément investi dans leur machine, mais aussi également dans la manière dont leur usine est organisée, en fait, en mode process lean. Et ça aussi, ça nécessite d'être bien pensé, de bien travailler en tant qu'ingénieur, pour amener ces améliorations. Et puis là, ce que vous voyez, c'est les robots soudeurs. Vous
sans doute entendu parler des difficultés qu'on a eues sur le soudage, de ce qu'on est sur un métier qui est extrêmement en tension, qui finalement est un métier qui est presque un métier d'orfèvre, je vais dire, et qu'avec tout ce que l'on a devant nous, pouvoir être en capacité d'automatiser en partie pour les opérations les plus standards, ou j'ose pas dire les plus simples, eh bien ça permet de gagner en prédictibilité, donc quelque part en qualité et en répétitivité. C'est très important. Donc ce sont des exemples d'innovation. Alors, à votre avis, pourquoi est-ce qu'on a un petit oiseau dans les innovations ? Exactement. Si vous voulez, c'est vrai que voilà, vous avez vu le chantier, l'empreinte qu'il a aujourd'hui dans sa phase construction. Elle va réduire de 2/3 quand on sera en phase exploitation. Vous avez vu, je vous ai parlé d'11 000 personnes. Vous imaginez bien que pour le territoire, c'est quand même pas un événement anodin. Quand on tombera, quand on sera en phase d'exploitation, à 1500 personnes peut-être. Hein. Mais là, on est sur plus de 10 000 personnes qui arrivent sur le territoire. On est effectivement sur une nouvelle usine. Donc il y a beaucoup de travaux qui sont menés en relation avec le territoire et sous tous les champs finalement du développement durable, c'est-à-dire qu'en considérant les dispositions de protection de l'environnement bien sûr, en considérant aussi les enjeux sociaux, c'est-à-dire que la présence du chantier bénéficie également à l'emploi local. Donc, par exemple, tout ce qui est logistique sur le chantier a été vraiment travaillé avec des entreprises locales ou également permettre toutes des dimensions d'apprentissage. Et le site a accueilli l'année dernière son 1000e apprenti. Voilà. Donc c'est vraiment aussi un levier important pour le territoire. On ne peut pas faire nos grandes usines indépendamment de l'endroit où on est. C'est extrêmement important. Et ça aussi, ça demande une expertise, une compétence particulière qui se développe. Puis je pense qu'on le voit aussi avec les chantiers renouvelables aujourd'hui, que ce soit solaire ou éolien, que cette intégration dans le territoire est absolument essentielle et dans toutes ses formes. Voilà un peu ce que je voulais vous faire toucher du doigt. Peut-être aussi ce que je voulais partager avec vous avec cette notion, finalement, pourquoi se dit-on, ou pourquoi entend-on, ou pourquoi EDF, on vient souvent nous voir quand il s'agit de développer du nucléaire, parce que c'est vraiment le cas aujourd'hui. C'est que finalement, il y a un certain nombre d'incontournables pour développer un savoir-faire, et c'est en cela que la France, pour moi, est quelque part un fer de lance du nucléaire mondial. Si vous voulez, c'est quelque part des piliers qui vont autour de ce projet. S'il n'y avait pas eu chacune de ces petites boîtes là avec un tic vert, jamais on n'aurait pu faire le projet Hinkley Point. Jamais on arrivera à faire EPR2 si on n'a pas tout ça non plus. Et voilà. Et je pense que ce par quoi ça commence, et c'est le fondamental, c'est qu'il faut être dans un pays qui a vraiment fait ce choix en matière de politique énergétique et qui est convaincu. Et quand je dis un pays, c'est vraiment un pays. C'est-à-dire qu'il nous faut effectivement un contexte politique qui est stable. Il faut également un contexte régulatoire qui soit clair et qui soit stable. Je ne sais pas si vous avez lu le rapport Foltz. Si ça ne vous parle pas, vous n'hésiterez pas à vous me poser la question à la fin. Mais un des éléments aussi sur Flamanville, c'est qu'on a eu des évolutions de régulation pendant la phase de construction du chantier. Ça, c'est extrêmement perturbant. Donc, on a besoin de cette clarté. Et puis, on a besoin d'une acceptation locale aussi. Enfin, je pense que, avec ce que je vous ai dit... pas besoin d'en dire plus. Et ça, si vous voulez, c'est pas l'industriel qui peut le porter. Ça nous dépasse très largement. On ne peut aller que là où on est les bienvenus et où le politique a vraiment envie d'établir ses bases. Et puis derrière, il faut effectivement avoir un produit et des compétences qui sont d'architectes, qui sont celles effectivement qu'EDF a portées pendant toute la phase de construction du parc nucléaire dans les années, on va dire, de 70 à fin des années 90, et puis que grâce à Flamanville, grâce à HPC, on entretient et on est en train de reconstruire à plus grande échelle.
il nous faut une organisation assez claire. Je pense que vous l'avez, responsabilisante, et ça, je pense que c'est un des éléments pour ceux qui ont lu le rapport Foltz qui est également bien mentionné. Bon, si vous voulez, on y reviendra à la fin, mais EDF est justement en train d'entamer une phase de réorganisation là pour vraiment se préparer à l'étape d'après sur le programme France. Je pourrais y revenir. Et puis voilà, il faut un financement sécurisé. Le chiffre actuel pour Hinkley Point, les derniers chiffres, le budget sur lequel on travaille, il est de 25-26 milliards de pounds. Ce sont des investissements colossaux, des projets colossaux, des investissements colossaux, mais également qui apportent dans la durée une stabilité économique essentielle, hein, et on le voit encore aujourd'hui. Et puis on ne fait pas ça tout seul. Et donc il faut effectivement un tissu industriel. On a vu quelques-uns des équipements là sur la vidéo, presque tous ceux qu'on a vus, les plus grands là, ils sont fabriqués en France. Bon, on a vu la cuve chez Framatome à Saint-Marcel. On a vu des ponts. On a vu le pont polaire. Il est APCO là, c'est un fabricant suisse, mais c'est lui qui a fait également Flamanville et Taishan de mémoire. Voilà, les ponts, c'est l'entreprise Fayat. On a l'entreprise Réelle qui est dans la région lyonnaise, qui fait toutes les machines de chargement. On a des pompes qui sont faites, les pompes de sauvegarde qui sont faites à Annecy. Voilà, donc c'est vraiment tout un tissu industriel qui doit être avec nous et qui doit être au bon niveau de compétence. Voilà, je pense que l'affaire des dossiers barrés Framatome, par exemple, nous a mis bien sûr tous en difficulté et montre que voilà, enfin tout ça a été retravaillé ces derniers temps, mais la qualité de fabrication est absolument essentielle. Et puis il faut quand même aussi des compétences locales pour les travaux qui se font sur site. Alors, on a du monde, je ne vous cache pas, sur le chantier qui vient d'un peu partout. À peu près la moitié de la workforce du génie civil est britannique, mais une autre moitié vient d'Europe, voire de plus loin. Et donc, quand on se projette au Royaume-Uni, qu'est-ce qui s'est passé au Royaume-Uni ? Eh bien, en fait, en 2006, le Parlement britannique et les politiques britanniques ont pris conscience de leur dépendance au gaz, dans un contexte notamment où leur gaz disponible en mer du Nord était en train de baisser. Et ils ont pris conscience vraiment que s'il y avait, parce que finalement ce qui s'est passé malheureusement début 2022 avec la Russie, l'Ukraine, une fermeture de l'approvisionnement en gaz de Russie, ils seraient en très très grande difficulté avec des temps de réaction très faibles. Par ailleurs, ils ont un parc nucléaire existant, donc on veut dire qu'ils ont déjà ce contexte régulatoire, ils ont déjà des sites sur lesquels le nucléaire est le bienvenu. Mais ce nucléaire, ce sont ce qu'on appelle des advanced gas reactors, donc des réacteurs graphite gaz, qui, malgré toutes les prolongations qui ont été faites depuis que EDF a fait l'acquisition de British Energy en 2009, vont fermer les uns après les autres d'ici à 2030. Donc là où ils avaient à peu près 20% de leur production nucléaire, de leur électricité d'origine nucléaire, finalement, à la fin des années de cette décennie, sans remplacement, sans l'arrivée des projets Hinkley Point et Sizewell C, ils n'auraient plus qu'1,2 gigawatts de production nucléaire, donc quelques pourcents de leur consommation, de l'ordre de, je pense que ça doit faire 3-4%. Bon, donc vis-à-vis des enjeux de changement climatique auxquels ils sont extrêmement sensibles parce que c'est une île, hein, vraiment, ils sont très exposés à la montée des niveaux de l'eau. Enfin voilà, ils ont très très tôt, ils ont pris conscience du changement climatique et c'est là qu'ils se sont dit, il faut vraiment qu'on lance un programme nucléaire. Et quand ça a été voté au Parlement, on est sur des taux d'approbation de leur white paper à l'époque où on est à 95%. Donc un vrai engagement across all the parties pour vraiment en soutien. Donc ça, c'est important. Par contre, vous voyez, dès qu'on remonte, et voilà, tout le reste, finalement, le modèle et les compétences d'architectes, ils sont venus chercher EDF. Le financement pour Hinkley Point
c'est EDF qui l'a apporté. On est acteur à 66%. 33%, c'est CGN, qui est donc partenaire chinois, constructeur de nombreuses centrales en Chine, un des 2 très grands constructeurs en Chine, constructeurs et exploitants. Donc on finance ça ensemble. L'organisation, par contre, ils sont très leaders. C'est-à-dire que la direction de projet est vraiment portée par des compétences britanniques qui sont allées chercher notamment dans les secteurs de l'oil and gas et puis dans aussi leurs compétences d'exploitants. Donc là, on voit qu'ils ont pris ça plutôt en charge. Quand je dis ils, c'est les compétences britanniques qui restent au sein d'EDF Énergie. Et puis, les constructeurs, le tissu industriel, il est quand même majoritairement le même que celui de Flamanville ou de Taishan. Donc on est vraiment sur une construction européenne, avec bien sûr un niveau de localisation, parce que c'est quand même important aussi. C'est important pour un pays d'être économiquement, d'être partie prenante d'une telle aventure. Et puis comme je vous l'ai dit, bien sûr, il y a de l'emploi local. Il y a de l'emploi local, à peu près 20 000 emplois locaux. Donc voilà. Et c'était, voyez, il faut tout ça pour arriver à ce que je vous ai montré. Alors, derrière Hinkley, il y a Sizewell C. Sizewell C, EDF a dit, là, nous, on veut bien développer, on continue à vous aider à développer. Par contre, on ne pourra pas financer. Et à la hauteur de ce que l'on a fait sur Hinkley Point, au vu aussi de tout l'investissement qu'on a en France et des montants que je vous ai cités tout à l'heure. Donc, sur Sizewell C, on est sur un modèle totalement différent, où le Royaume-Uni, le gouvernement est en train d'investir. Ils seront très bientôt, je pense d'ici la fin de l'année, à peu près à 50% dans le financement du projet. Et actuellement, la recherche de partenaires économiques pour pouvoir passer en décision d'investissement est en cours. Et voilà, donc c'est un projet. Et je comprends que le modèle de financement qu'ils ont choisi, qui s'appelle un Regulated Asset Based Model, est un modèle très différent de celui que l'on a sur Hinkley Point, où on a signé un Contract for Difference. Contract for Difference, on a pris un engagement, on a signé un contrat en disant voilà, on va vous remettre à disposition tel volume d'électricité dans telle période de temps à tel coût, le coût étant en pente 2015 92,5 pentes par mégawattheure. Et finalement, on porte le risque de construction et le gouvernement britannique porte le risque de marché. Sizewell C, c'est un modèle totalement différent où finalement les personnes qui investissent, personnes morales je pense plutôt que physiques en l'occurrence, mais qui investissent dans le projet Sizewell C seront rémunérées y compris pendant la phase de construction, avec des taux de rémunération bien sûr plus faibles puisqu'il y a moins de risques, mais elles sont rémunérées. Et donc tout cela, ça fait un coût du financement du projet qui est moindre. Mais par contre, cela veut dire qu'actuellement, les citoyens britanniques, quand ils payent leur électricité, ils payent déjà un tout petit peu pour le projet Sizewell C pour permettre sa construction. Donc vous voyez, on est sur un modèle totalement différent parce que cette question de voilà, comment on finance est essentielle. Et vous le savez sans doute en lisant l'actualité actuellement en France que c'est au cœur de ce qui se discute en ce moment, savoir comment la France va financer son programme EPR2. Et ça a des rebondissements importants. Alors, au-delà d'Hinkley et de Sizewell C, si on fait Hinkley, Sizewell C et Sizewell B qui sera encore en exploitation donc en fin 2030, pour le Royaume-Uni, ça fait à peu près 8 gigawatts installés. Et ce qu'ils veulent, c'est 24. Ça veut dire qu'au Royaume-Uni, 24 en 2050, c'est ce qu'ils ont dans leur plan net zero. Voilà, donc je vous laisse faire le calcul, mais il y a de la place pour quelques équivalents EPR encore au Royaume-Uni avec des vitesses de construction qui pourraient s'accélérer par rapport à Hinkley, Sizewell C. Voilà. Donc, voilà, ça c'est le UK. Quand on revient en France, si vous reprenez mon petit tableau d'avant, on voit bien que ça y est, l'engagement politique, on l'a eu quelque part en 2022. Il y a des choses qui vont se discuter là en ce moment ou très vite là au Parlement avec les lois de programmation pluriannuelle de l'énergie. Donc voilà, on a, je pense, une clarté de contexte que l'on n'avait pas il y a 10 ans. Donc ça, c'est déjà un très bon point.
Le cadre régulatoire, bien sûr, il se rediscute, mais il y a de bons échanges avec l'ASN, on a quand même là-dessus, on est rodé. L'acceptation locale, vous avez vu, on a déjà 3 sites nommés, et c'est vrai qu'il y a eu quand même pas mal de sites candidats, donc tout ça, c'est acquis. Le financement, voilà, c'est au cœur des débats du moment. EDF, je vous disais, on est en train de se réorganiser justement en ayant 3 grands blocs, un bloc notamment de maîtrise d'ouvrage qui portera la stratégie du groupe, une nouvelle direction qui va se créer autour de vraiment direction de projet, filiale construction, pour vraiment mettre le coup d'accélérateur dont on a besoin pour maîtriser encore mieux la construction de ces projets. On a vu qu'on a peiné sur Flamanville, Hinkley Point, on pourrait y revenir. Voilà, c'est un beau chantier, il se passe plein de belles choses, mais je ne vous cache pas que c'est quand même dur, donc il faut qu'on apprenne de tout ça et qu'on soit encore plus performant sur EPR2, et puis toute la partie ingénierie et supply chain qui sera ensemble. Donc voilà, c'est un peu, tout ça c'est l'organisation, et puis vous avez tout en haut, on a aussi les fournisseurs qui se sont structurés avec le GIFEN. Vous avez peut-être entendu parler du plan Excel pour ceux qui suivent l'actualité d'EDF, avec beaucoup de travaux qui ont été menés autour de comment on travaille mieux avec nos fournisseurs pour accélérer nos processus de design. C'est quelque chose aussi d'essentiel. Alors, c'est vrai que, pourquoi toujours la France fer de lance. Alors, on n'a pas le plus grand parc nucléaire au monde, puisque je pense qu'il est encore aux États-Unis, que les Chinois avancent très vite, mais EDF est quand même aujourd'hui encore le plus grand exploitant nucléaire. Je pense qu'on sera très bientôt rattrapé par un des 2 acteurs chinois. Et pour EPR2, je pense que vous l'avez en tête. Aujourd'hui, on est sur une proposition, une offre faite à l'État pour la construction de 6 réacteurs sur 3 sites, Penly, Gravelines, Bugey. Et effectivement, on réfléchit également à faire une proposition de 8. Alors, il y a pas mal de scénarios qui ont été envisagés, vous le savez, par RTE, mais si on regarde de manière raisonnable, pour être en capacité d'atteindre la neutralité carbone en 2050, avec une électrification assez forte de la consommation qui permet la décarbonation attendue, on voit qu'on peut monter à des scénarios de construction au-delà des 6+8, encore derrière, et à des rythmes qui pourraient nous amener à devoir mettre sur le réseau un réacteur par an. Donc vous voyez que c'est assez énorme. Alors, je ne vous cache pas que moi qui suis arrivée d'EDF à la fin des années 90, quand on a couplé les dernières centrales, de repartir au moment où tout ça redémarre, je me dis zut quand même. Bon, j'ai fait la période de vache maigre, on va dire, mais bon, si ce n'est qu'il y a quand même eu... il fallait aller au Royaume-Uni pour réapprendre, si je puis dire. Non, mais joke apart, c'est juste énorme. C'est juste énorme. Voilà, sans doute que vous vivrez, donc... j'aimerais bien être à votre place en fait. Vous vivrez ce que les pionniers des années 70 ont vécu, quoi. C'est juste énorme. Voilà. Alors Yann Huard aussi, j'ai une petite vidéo. Je sais que vous en avez parlé l'année dernière, donc on pourra la passer si vous voulez, mais tout le travail qui est mené. Je regarde l'heure quand même parce que je suis assez intarissable. Non, c'est bon. Qu'il vous reste des questions. Bon, je voulais juste vous donner les perspectives. On le mettra après, voilà. Des petites perspectives mondiales. Je vous ai parlé du UK. Voilà, vous avez vu selon leurs ambitions, ils auront encore l'équivalent de 10 EPR à faire derrière. La France, voilà, on en a parlé. Quand on regarde au niveau mondial, juste pour que vous ayez un point de repère, aujourd'hui, on est à peu près quelque part par là sur la courbe, c'est-à-dire qu'on est à 7% de production électrique mondiale. L'idée, c'est ce qui est en construction, ça doit permettre d'aller à 10%. Et si on veut rester à 10% au niveau mondial, là aussi c'est facile, il faut faire à peu près mettre sur le réseau 10 réacteurs par an. Alors j'ai regardé, parce que je ne connais pas tout ça par cœur, mais j'ai revérifié, relu rapidement. Actuellement on est plutôt sur des phases où on peut en connecter 11, mais la plus grande majorité en Chine, et on sait bien que ça va... qu'il y a vraiment des intentions de bouger, que ce soit en Europe de l'Est, au Moyen-Orient. On a vu que les États-Unis se posent pas mal de questions. C'est sûr que l'arrivée du gaz de schiste leur a fait baisser leurs ambitions du début des années 2000, mais voilà, on voit bien que tout cela revient. Je ne reviendrai pas sur les aléas de leur politique en ce moment, mais voilà, tout ça montre que il va se passer énormément de choses dans ce domaine dans les années qui viennent. On a sans doute un peu trop attendu et maintenant l'urgence est là.
Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Je vous ai dit, effectivement, c'est essentiel. Quand on décide des projets comme ça, c'est pas EDF tout seul. C'est EDF, c'est la filière et c'est effectivement l'État. Une des raisons pour lesquelles c'est l'État, c'est le besoin en compétences qui est absolument monumental, en compétences en ingénieurs pour nous, pour tous nos partenaires, mais finalement partout dans les usines, sur le chantier. Et quand ce besoin a été réévalué là, très, très récemment par le GIFEM, sous notamment l'impulsion d'Exial, et on voit que la filière française aura besoin d'à peu près 25% d'emplois en plus dans les 10 prochaines années. En gros, ce qu'on estime, c'est 15 000 recrutements par an dans les 10 années à venir pour pouvoir assurer, se préparer à déjà nos 6 réacteurs et voir un peu plus si on est sur le 6+8. Et là, on est vraiment dans tous les métiers, puisque on va être dans des métiers qui sont ceux du groupe EDF, on va être dans les métiers de l'ingénierie, de la construction, on va être dans tous les métiers support autour de ça, mais on est également dans l'industrie, dans les usines. Voilà, si on doit passer à l'échelle, y compris pour nos fournisseurs, avec une volonté en plus vraiment de restructurer notre supply chain pour avoir une supply chain peut-être un petit peu plus réduite, mais bien des usines bien occupées et qui délivrent en série et non pas entre guillemets par paquet de 100 ou quand on parle de vannes ou à l'unité quand on est sur des objets spécifiques, ça nécessite vraiment de repenser les flux dans les usines et de repenser aussi leurs équipements, leur logistique, tout ce qui va avec. Et donc, toutes les compétences nécessaires autour de ça. Donc, voilà, il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire. Je crois que c'est peut-être sans doute, quand on regarde, si on revient sur les blocs d'avant, là, bien sûr, il y a la question du financement qui préoccupe, c'est sûr. Mais je crois que finalement, celle qui, peut-être, empêche le plus tout le monde de dormir, c'est les compétences. S'assurer qu'on aura bien les compétences pour faire tout ce dont on a besoin, c'est juste essentiel. C'est juste essentiel. Eh bien, écoutez, voilà, c'est à peu près tout ce que je voulais partager avec vous. Et je me disais si peut-être, voilà, s'il y a 4 chiffres que vous retenez là pour un vendredi soir. 4. Est-ce que vous savez à quoi ça pourrait correspondre, 4 ? 4 réacteurs ? Pas tout à fait. Non, mais c'est 4 EPR. 4, en fait, c'est le nombre... Ah, ça pourrait. Non, c'est le nombre de grammes de CO2 grammes de CO2 par kilowattheure qu'on émet avec l'électricité nucléaire. Donc retenez, c'est ça. Et c'est pour ça que finalement le nucléaire est un outil, un des outils de décarbonation redoutablement efficace. Voilà. 10, alors 10, on est bien sur le nombre d'EPR. Hein, c'est ça. C'est au niveau mondial, si on veut 10%, il faut mettre sur le réseau 10 réacteurs équivalents EPR par an. Et voilà. Et on voit bien que ça demande quand même beaucoup de choses. On n'est pas tout seul à le faire. Hein, ça, vous avez bien compris. On a des concurrents très sérieux en Rosatom et les Coréens, par exemple, ou les Canadiens. Et puis 15 000, ben voilà, c'est les recrutements dans la filière. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Je voulais pas vous noyer de chiffres. Il y en a 3 à retenir. Hein, c'est facile. Et puis, je suis preneuse de questions.